Bienvenue Moustapha Sahimi. Je rappelle que vous êtes professeur de droit et politologue, donc on va essayer de débattre de politique aujourd'hui. Pourquoi je dis essayer? Parce que c'est pas forcément facile. Si je vous dis que est-ce que le niveau de débat politique aujourd'hui a atteint ce fameux niveau zéro, qu'est-ce que vous me répondez? C'est pas nouveau. C'est pas nouveau parce que quels sont les débats aujourd'hui? Prenez depuis l'installation de ce gouvernement, la fin avril 2017. Quels sont les débats? Sur quoi ont été polarisées les prises de position des partis politiques et des acteurs associatifs ou autres, etc. Ça porte sur des faits divers, des fake news, des répliques à des agressions, verbales ou autres, et nous en sommes là. Et donc c'est une situation qui n'est pas propre à cette actualité, c'est une situation qui était déjà installée depuis des années, me semble-t-il, et qui se vérifie davantage aujourd'hui depuis la mise sur pied de ce gouvernement, voici 2 ans. Mais pourquoi ce personnel politique n'arrive pas à prendre de la hauteur, n'arrive pas à poser un débat, une réflexion qui soit claire et lisible? Je m'explique. Si on prend un cas concret qui concerne tout le monde, c'est-à-dire l'éducation, la réforme du système éducatif. Comment vous expliquez, Moustapha Sahimi, que pas un seul parti politique n'exprime une vision claire de la réforme de l'école? Je veux bien qu'on parte sur des sujets périphériques de l'affaire de la parlementaire du PJD qui a fait l'actualité à un moment, mais il me semble que les vrais sujets sont là, et les vrais sujets ne donnent pas lieu à des débats de la part des politiques. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est plus compliqué? Ça tient essentiellement à 3 raisons, me semble-t-il. La première raison, c'est que le statut et le rôle des partis politiques aujourd'hui posent problème. Les partis politiques, pour faire quoi? Ce qu'on a observé, c'est un processus de mutation, de transformation de nos partis politiques en machines électorales. Vous remarquerez qu'il y a de l'activisme au niveau des partis politiques quand il y a un agenda électoral. C'est-à-dire la veille d'une élection. Voilà, la veille d'une élection, c'était le cas. Donc 2015, les communales et les régionales, 2016, la Chambre des représentants. Et ensuite, il y a une déflation et les partis politiques se réduisent donc à des activités tout à fait formelles de réunion. Et encore, prenez la vie organique des partis. Combien de partis ont des réunions hebdomadaires de bureaux politiques, de comités exécutifs? Comment se déroulent les conseils nationaux des partis politiques? Moustapha Sahimi, ça se fait. On va revenir un petit peu en même temps sur l'actualité. On a vu des partis, le Parti Justice et Développement et le RNI, essentiellement, qui arrivent à tenir des réunions partisanes au moins une fois par semaine. C'est un cas particulier. Voilà. La première raison que j'ai évoquée, c'est le cas, la première raison que j'ai évoquée pour cette situation, c'est la place et le rôle des partis politiques. Ouais. La deuxième raison, c'est le fait que les partis politiques ne portent pas des réformes, ne s'identifient pas à des réformes. Parce qu'ils n'ont pas de vision? Parce qu'il n'y a pas de réflexion. C'est tellement vrai que le souverain, lors de son dernier discours, vous le savez, devant le Parlement le 12 octobre dernier, avait invité les partis à faire montre d'innovation, de réflexion, et qu'il avait même proposé qu'une dotation supplémentaire leur soit accordée à cet égard. Question: quelle est la contribution des partis politiques pour ce débat national sur le modèle de développement? Débat qui a été lancé en octobre 2017 par le souverain, qui a été relancé ensuite en 2018, et nous en sommes là, c'est-à-dire il n'y a toujours pas une convergence d'approche quant au modèle de développement, et au niveau de chaque parti, quelle est la contribution de chacune des formations pour dire voilà mes propositions, voilà la pierre que je compte amener à cet édifice-là. Troisième raison, il faut nourrir la réflexion des partis politiques. Ils se nourrissent de quoi? Ils se nourrissent de discours, mais il n'y a pas de réflexion. Quel est le parti qui a des propositions concrètes sur la régionalisation, sur l'éducation, vous avez fait référence, sur tout le reste? Est-ce que c'est inquiétant lorsque ça provient de partis qui gouvernent le pays? Évidemment. Voilà, mais évidemment, c'est inquiétant à un double niveau. Oui. C'est inquiétant au niveau des partis de la majorité, de ceux qui ont une place prééminente au sein de cette majorité, le PJD et le RNI, mais c'est tout aussi préoccupant au niveau des partis d'opposition. Rapidement, quelques mots sur chacun de ces cas de figure. Pour ce qui est de l'opposition, quelles sont les propositions du PAM? Le PAM a 102 députés, c'est le deuxième parti au sein de la Chambre des représentants. Or, ce parti
est empêtré dans des contradictions internes et des luttes intestines qui ont conduit à une réorganisation voici quelques semaines. Donc, c'est une situation tout à fait bloquée. En revanche, il y a quelque chose qui se dessine au niveau du parti d'Istiqlal où une réflexion est menée sur la base d'un constat, avril dernier, avril 2018, où la nouvelle direction de l'Istiqlal avec Nizar Baraka est passée du soutien critique à l'opposition. Et donc la nouvelle direction n'a pas du mal à émerger politiquement. Non. Est-ce que Nizar Baraka n'a pas du mal à émerger politiquement? L'approche de Nizar Baraka est intéressante par rapport à celle d'autres partis, parce qu'il dit qu'il faut venir avec une offre alternative. Il faut pas simplement être contre ce que fait le gouvernement, il faut venir avec une offre alternative. C'est comme ça qu'il a proposé une loi de finances rectificative en juin dernier. C'est comme ça qu'il y a eu une réflexion nationale avec l'alliance des économistes istiqlaliens et qu'il y a des propositions. C'est le seul parti, me semble-t-il, où il y a un travail de fond qui est fait quant à ce qu'il faut faire par rapport à ce qu'entreprend ce gouvernement. Maintenant, du côté de la majorité, quelles sont les propositions propres au PJD? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous étiez, il y a un peu plus d'une semaine, au domicile d'Abdellah Benkiran. Je représentais un journal. En tout cas, vous étiez vous. Oui, non, c'est important de préciser, je représentais un hebdomadaire. Je n'étais pas invité intuitu personnel. En tout cas, vous étiez présent, vous confirmez? Oui, j'étais présent avec une quinzaine de journalistes, de représentants de journaux et de médias. Donc vous avez écouté et entendu Abdellah Benkiran pendant un peu plus de 2 heures. 2h20 minutes. 2h20 minutes. Il a parlé de quoi? Il a fait son bilan lorsqu'il était à la tête du gouvernement. Il a essayé de défendre sa position, me semble-t-il, sur l'affaire de la parlementaire pégidiste. Et il s'est défendu suite aux révélations concernant ses pensions de retraite. Est-ce que ces 3 sujets sont d'actualité pour les Marocaines et les Marocains? J'ai retenu de la part d'un homme qui était à la tête d'un gouvernement, de la part d'un homme qui annonçait d'ailleurs son retour sur la scène politique. Voilà. Est-ce que tout ce qui a été dit pendant ce laps de temps concerne et surtout est en phase avec les enjeux aujourd'hui, qu'ils soient d'ordre politique, économique, socio ou culturel, des Marocaines et des Marocains? J'ai retenu un autre élément, si vous permettez, de ces 2h20 minutes d'Abdellah Benkiran. J'étais frappé par sa grande détermination à revenir en politique. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, il y avait ce que j'appellerais des cartes postales. De temps en temps, pour montrer qu'il était là. Des messages subliminaux, des petits appels de phare. C'est ce qu'on appelle les cartes postales dans le langage politique. Vous savez, je suis là. Oui, je suis pas mort. Ce qui m'a frappé cette fois-ci, c'est le fait qu'il ait pris le temps d'expliquer un certain nombre de choses et de faire montre de sa détermination à revenir en politique. Cela dit, pour ce qui est de votre question, évidemment, mais il est dans une situation où il est obligé de plaider pour son bilan. Pourquoi? Pour le différencier de ce qu'il estime être le maigre bilan de son successeur du même parti, Saadine Othmani, depuis 2 ans. Donc sa conférence de presse, c'était pour régler ses comptes avec Saadine Othmani. Oui, évidemment. Non, mais je sais pas, moi je vous ai... Vous étiez présent. Fait de la politique. Oui. Et il avait plusieurs objectifs. Un, se justifier pour l'histoire de la retraite qui lui a été accordée par titre exceptionnel par Sa Majesté le Roi. C'est un sujet qui ne mérite pas débat. Qui c'est qui va refuser un geste royal? Donc sur ce plan-là, il avait raison. En revanche, il a voulu mettre à nu l'instrumentalisation qui a été faite par les uns et les autres à propos de cette retraite exceptionnelle qui a été accordée par le souverain. 2, il a défendu son bilan. Il a dit, j'ai eu le courage de prendre un certain nombre de mesures impopulaires pour dire en creux que ce gouvernement-ci n'a pas le courage de prendre un certain nombre de réformes. 3, il a fait la distinction. Il n'assume pas les 7 ans du PJD. Il dit, il y a le cabinet Benkiran 5 ans et il y a les 2 ans du cabinet Othmani. 4e point, c'est un signe qui me paraît intéressant parce que il est sur un boulevard aujourd'hui. Pourquoi? Il est sur un boulevard parce que, premièrement, il fait une évaluation tout aussi critique que le souverain à propos du bilan de ce gouvernement. Non, mais donc le bilan de son parti. Bilan de ce gouvernement dirigé par son parti. Oui, dirigé, voilà. Et son parti est aux commandes. Il faut quand même pas l'oublier. Moi, ce qui me paraît important, c'est de rester toujours sur l'essentiel. Est-ce que le fait d'avoir procédé à cette espèce de mea culpa pendant 2h20 auprès d'une quinzaine de journalistes, ça a été convaincant?
il a donné des éléments d'information. Convaincant ou pas, c'est une évaluation subjective. Pour le bilan, oui, il a été convaincant, il a fait Vous imaginez qu'aujourd'hui, on est en 2019, et on a un chef de gouvernement qui convoque la presse et organise une conférence de presse à son domicile pour faire le bilan d'un gouvernement qu'il a dirigé de 2011 à 2016. Où vit-on? On est en 2019 aujourd'hui. Oui, mais il faut qu'il assume sa gestion. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas de déphasage dans le temps, je veux dire, Non, il l'a pas fait pour être déphasé et décalé par rapport. Il l'a fait pour dire ce que j'ai fait, et voilà l'actif. Il a reconnu des choses qui n'avaient été faites. Voilà l'actif. C'est une manière de se repositionner. Vous savez, Ben Kirane, il y a toujours plusieurs cartes en même temps. L'une vis-à-vis de son parti. Vis-à-vis de son parti, parce qu'il a été écarté dans des conditions jugées peu correctes, de chef du gouvernement et ensuite ce secrétaire général du parti, chef du gouvernement, il n'a pas fait de majorité. Il n'a pas pu former une majorité au bout de 6 mois, donc Sa Majesté était obligée de nommer quelqu'un d'autre pour tourner l'État et les institutions. Deux, vis-à-vis de son parti, il n'accepte pas que un procès soit fait pour ce qui est de sa gestion et qu'il y ait le même bilan pour les deux gouvernements. Donc c'est une manière, de se démarquer de la gestion actuelle du cabinet Othmani et de dire moi j'ai fait. Alors évidemment le problème qui se pose, c'est qu'il se met volontairement en avant, comme s'il avait été le seul à prendre ces mesures-là. C'est un des points d'ailleurs qui lui est reproché, c'est-à-dire qu'il n'était pas seul, il avait une majorité. Quel est son objectif selon vous? Et ensuite, on va arrêter de parler d'Abdellah Ben Kirane aussi, parce qu'on va parler de celles et ceux qui sont aux responsabilités, mais est-ce que c'est de mettre dehors, Saladin Othmani du parti, et de reprendre les clés du parti? Est-ce que c'est ça son objectif? Est-ce que vous avez senti en lui le fait que, lorsqu'il annonce son retour en politique et sur la scène politique nationale, de faire ce mea culpa, ce bilan, de vouloir se démarquer vis-à-vis de la gestion politique du PJD, et dans sa version Saladin Othmani, est-ce que c'est pour lui la motivation cachée, le soubassement, c'est la volonté de reprendre les rênes du parti? Je ne peux pas faire cet exercice-là d'introspection de ce que pense Abdellah Ben Kirane. Ce que je puis vous dire en revanche, c'est ceci. Son retour de cette manière-là, avec cette détermination, participe de ce souci, lequel je suis là et il faudra compter avec moi, dans tous les cas de figure. Alors c'est quand même intéressant, parce que au sein d'abord c'est le PJD qui l'intéresse, Abdellah Ben Kirane, c'est l'appareil, c'est le parti. C'est pas de revenir en tant que chef de gouvernement, c'est de redevenir le big boss, le mentor du PJD. Le patriotisme, ce que j'appelle le patriotisme de parti, c'est-à-dire le PJD, et au sein du PJD, vous le savez, aussi bien au niveau du groupe parlementaire que des élus, que des cadres, que des électeurs, il y a de la déception depuis 2 ans avec ce gouvernement de Saladin Othmani. Donc c'est une manière pour dire ce que n'a pas fait Saladin Othmani pour telle et telle raison, parce que dit-il, il l'a dit il y a 8 jours, parce qu'il avait accepté une formule politique qui à mes yeux n'était pas acceptable, ça ne pouvait pas donner résultat, ce qu'il a accepté ne pouvait pas donner de résultat. Et c'est une façon de légitimer ses positions, voici 2 ans, quand il avait refusé une certaine majorité, avec notamment l'adjonction de l'USFP à cette majorité. Donc c'est une manière de rebondir sur un terrain favorable, bénéficiant de l'état d'esprit et de l'amertume et de la déception des élus du PJD, et, je le dirai jamais assez, se retrouvant dans un périmètre qui est déjà occupé par le souverain, qui fait une évaluation critique du bilan de ce gouvernement. Je vous donne un exemple. On n'a jamais vu un gouvernement où, au bout de 15 mois, 6 ministres ont été renvoyés. On ne peut pas dire que le souverain ait donné un billet de satisfaction à ce cabinet-là. Est-ce que pour vous, Abdellah Ben Kirane vise essentiellement de reprendre les rênes du parti, du PJD? Essentiellement, c'est son objectif. Voilà, il est dans tous ses états, bête blessé, revanchard. Il était encore à Casablanca, à Mediouna ce week-end, devant des militants du parti, pour défendre encore sa position à l'égard de la parlementaire du PJD. Il a reparlé tout doucement, en catimini un petit peu, sans réellement s'exprimer sur les révélations sur ses pensions de retraite, parce qu'apparemment il a 2 pensions de retraite. Donc voilà, est-ce que en fait c'est ça, regagner du terrain? C'est inexact, il a fait une correction. Ouais. Il a fait une correction hier soir en disant je n'ai pas de retraite.
Il n'a aucune retraite. Il a une retraite qui lui a été allouée par Sa Majesté le Roi, qui est de 70 000 dirhams par mois. Et c'est à ce titre-là qu'il a eu un rappel pour la période correspondante, donc pour où vous n'avez rien touché, qui est de 1 400 000 dirhams. Il n'a pas de retraite parlementaire, puisque les retraites parlementaires sont suspendues depuis 15 mois, du fait que la caisse de retraite des parlementaires est à sec. Donc, il faut quand même corriger les choses. Donc, une pension de retraite. Il a une pension de retraite pour l'instant, mais il a le droit de cumuler le moment venu, quand la question de la retraite des parlementaires sera réglée, avec la retraite parlementaire, comme tous les autres. Au même titre que tout le monde. Parce que les retraites sont cumulables. Mais en tout cas, ce qui est à peu près clair, ou qui est en train de se clarifier, c'est sa volonté de revenir récupérer les clés du PJD. Je puis vous dire que il n'est pas indifférent à une reprise en main de son parti dans un avenir prévisible. Vous en pensez quoi, vous? Le fond de ma pensée, c'est que... Est-ce qu'on se dirige oui, vers... Oui, non. Ouais. Le fond de ma pensée, c'est que plus on approchera de l'agenda électoral, qui pour l'instant est fixé à 2021, c'est-à-dire les élections législatives de la Chambre des représentants, plus il bénéficiera du soutien de gens au sein du PJD. Pourquoi? Parce que c'est une bête politique. Des élections du PJD faites sous l'égide de Saadine Othmani, qui est un homme respectable, évidemment, n'auront pas le même effet ni la même capacité de mobilisation qu'avec Abdelia Benkiren. C'est quelqu'un qui est fait pour les batailles électorales. Comme chef du gouvernement, c'est un autre débat. Mais comme machine électorale pour la conquête de voix, c'est un phénomène tout à fait exceptionnel dans notre vie politique. Ça me fait penser, vous savez, il y a deux ou trois cas comme ça dans notre histoire politique. Il y a le charisme et la popularité d'Abdelrahim Bouabid. Vous êtes jeune, vous n'avez pas connu ça, mais c'était dans les années 77, notamment 77, etc. C'était quelque chose d'exceptionnel parce que le chef du parti apporte une plus-value, une capacité de mobilisation et d'adhésion. Imprime le tempo. Il y a eu aussi dans l'histoire des années 60 Al-Fassi, mais c'est tout ce qu'il y a sur le marché politique. Et donc, si vous étiez à Isaac Renouch, ou si j'étais à Isaac Renouch, est-ce qu'il faudrait que je m'inquiète? Mais c'est parce que précisément Aziz Akhnouch sûrement connaît tous ces éléments-là parmi tant d'autres, qu'il a engagé son parti en 2017 dans un vaste processus de structuration de mobilisation avec 12 congrès régionaux et un 13e tenu à Paris en direction des MRE. Il y a eu évidemment au début de l'année dernière, printemps dernier, l'histoire du boycott qui a été un effet déflationniste évidemment sur le rebond du RNI. Actuellement, Aziz Akhnouch reprend la main, on l'a vu, avec des tournées dans le Nord, ailleurs des prises de position. Il n'y a eu aucune réaction officielle, en tout cas du RNI, suite à l'annonce faite par Abdellah Benkiren de revenir sur la scène politique. On peut pas commenter. D'ailleurs, aucun chef de parti politique... Non, mais ça c'est hallucinant. Non, on n'agit mais pas aucun chef, pour... les chefs de parti politique n'ont pas à réagir quant au retour d'X ou d'Y. Donc c'est un non-événement. Ah, c'est pas un événement, c'est pris en compte avec beaucoup d'intérêt. Oui, mais s'ils réagissent pas. C'est réagir sur le retour probable d'Abdellah Benkiren sur la scène politique, c'est lui donner une médiatisation, une valeur ajoutée. Donc, pour l'instant, on n'en tient pas compte, d'autant qu'il n'a pas de statut institutionnel propre. Il n'est pas au gouvernement, il n'est pas chef du gouvernement, il n'est pas secrétaire général du PJD. Donc, le RNI réserve ses critiques au parti, le PJD, dont le secrétaire général est Saadine Othmani. Donc pour vous, c'est une bonne ou mauvaise nouvelle pour le RNI, le retour sur la scène politique d'Abdellah Benkiren? Le RNI aurait aimé évidemment avoir en 2021, si le scrutin a lieu en 2021 comme prévu, le RNI s'il n'y a pas d'élection anticipée, aurait aimé avoir en face de lui un PJD sous la houlette de Saadine Othmani. La tâche aurait été plus facile. Est-ce que l'annonce du retour d'Abdellah Benkiren peut bousculer l'agenda politique? Personne ne sait. Non, mais selon vous? Personne ne sait. Ça fait plus de 30 ans que vous suivez la scène politique nationale. 40 les ans. partis, 40 ans. 40 ans. 4 décennies, et non pas 3. Donc est-ce que selon vous, ça peut bousculer, interférer sur l'agenda politique? Je pars d'un constat simple pour commencer. Je vous dis ça parce qu'en même temps, il y a plein de sujets essentiels qui n'avancent pas. Donc, non. Est-ce que
est-ce que la situation actuelle peut perdurer jusqu'à 2021? C'est à partir de ce constat qu'on peut travailler. L'avis général, tous bords confondus, c'est que ça ne peut pas continuer comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de majorité, il y a un problème de coordination, il y a un problème de plan d'action, etc. Donc, à partir de ce constat-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs hypothèses de travail, sur le papier en tout cas, qui peuvent se présenter. Il y a d'abord la mi-législature. La mi-législature, c'est à partir du mois d'avril prochain, dans 2 mois donc, puisque le mandat de ce Parlement et celui du gouvernement sera donc écoulé pendant 2 ans, 2 ans et demi, c'est ce qu'on appelle le mi-mandat. Le mi-mandat est de la Chambre des représentants et du gouvernement. D'ailleurs, le chef du gouvernement a dit, il y a une 8aine de jours, qu'il allait présenter à mi-mandat, il a employé le terme, et il a fait d'ailleurs l'interview en français pour que ça soit clair, dans mi-mandat, qu'il allait présenter le bilan de ce gouvernement. C'est à partir de là qu'on aura une cristallisation qui va se faire. Quel bilan? Ce bilan sera-t-il celui de Saadine Othmani, chef du gouvernement, ou celui de toutes les composantes de la majorité, c'est-à-dire les 6 partis? Selon vous? C'est pas réglé. Pourquoi c'est pas réglé? Je vais vous donner un élément d'information. Cette majorité n'arrive pas à finaliser ses propositions quant au modèle de développement. Apparemment, le Saadine Othmani aurait fait une proposition qui aurait été rejetée par les autres membres Bien sûr, parce qu'il faut un accord. Il faut un accord. Le modèle développement, ça veut dire il y a un accord sur l'évaluation critique de ce qui a été fait. Et il y a un accord également, consensus, sur les pistes et les actes des grands efforts pour l'avenir. Cet accord, au jour d'aujourd'hui, n'est pas fait. On verra si dans 2 mois ça sera le cas, mais c'est déjà un point de friction et d'absence de consensus en tout cas. Deuxième possibilité, à supposer qu'il y ait un accord qui se fasse, et je pense qu'il y aura un accord à la mi, parce que il faut que ça soit adopté en Conseil de gouvernement. Le bilan, il y a plus d'une 30aine de ministres, il faut que les chefs de parti, donc ça, il faut que ça soit adopté. Il faut que ça soit validé préalablement par les chefs de la majorité. Or, ces chefs de la majorité n'arrivent pas à se réunir aujourd'hui. La dernière réunion a eu lieu le 20 décembre. C'était pour coordonner leur position sur la loi de finances 2019. L'avant-dernière a eu lieu le 4 octobre. Il n'y en a pas eu depuis le début de la nouvelle année. Non, mais c'est intéressant de revenir en arrière. Le 4 octobre, c'était 8 jours avant la rentrée parlementaire. Il y avait un point à l'ordre du jour. C'était l'accord de la majorité quant à un candidat ou non pour la présidence de la Chambre des conseillers. Ça a capoté, parce qu'il y a eu un accord pour que les partis de la majorité, les 6, ne présentent pas de candidat, pour laisser la place à Hakim Beshmesh, secrétaire général du PAM, pour un mandat de réélection. Et voilà qu'à l'ouverture des travaux de la Chambre des conseillers, le PJD présente un candidat. Il y a eu une autre réunion pendant le Ramadan, Iftar. Chaque fois pour les intérêts purement politico-politiques. Oui, on est bien d'accord. Vous savez, Rachid, le problème, c'est que cette majorité n'arrive pas à se réunir. Elle n'arrive pas à se réunir, et a fortiori à arrêter une position commune sur des grands dossiers. Est-ce que cette majorité n'arrive pas à se réunir ou n'arrive pas à agir? Parce que, on l'a dit en début de débat, je vous ai interpellé sur des sujets cruciaux, que sur l'école, que sur la formation professionnelle, des réflexions aussi sur la place des services publics, sur l'habitat, sur la santé, sur la culture également. On n'a rien à ce niveau-là. C'est lié. Ma question, c'est, voilà, est-ce que c'est, parce que qu'il n'arrive pas à se réunir, c'est une chose, ça les regarde. Mais pour les Marocaines et les Marocains, est-ce qu'ils sont en capacité d'agir? Les deux éléments sont liés, réunion et action. Ils n'arrivent pas à se réunir parce qu'ils ne peuvent pas se mettre d'accord sur un certain nombre de dossiers importants qui sont en instance. Pas davantage, ils ne peuvent coordonner leurs initiatives et leurs politiques pour les mesures à prendre dans les mois et les années à venir. Et donc, nous en sommes là. Se réunir simplement pour faire constater les divergences, c'est pas utile et c'est contre-productif. Donc la difficulté fondamentale de cette forme de gouvernance aujourd'hui, c'est qu'il y ait une coordination, une solidarité entre les composantes de la majorité, et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que c'est encore possible, ça? Ça me paraît difficile.
C'est-à-dire impossible. Ça me paraît difficile parce que les prises de position des uns et des autres sont tellement chargées de contentieux et d'animosité que je vois pas par quel coup de baguette magique on arriverait à s'entendre, à se réunir, à se mettre d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes qui doivent être réglés, qui, me semble-t-il, peuvent pas être réglés sans une forte implication du chef du gouvernement et peut-être du souverain. Il y a des problèmes de société. Oui. Les textes sur le Conseil des langues, sur le statut des langues étrangères, c'est pas réglé. Vous avez vu le dossier de la facturation électronique n'est pas réglé. D'ailleurs, je crois que Saladin Toumani va se présenter demain devant les conseillers pour s'expliquer, en tout cas, mais entre-temps, le RNI a fait une proposition de loi pour une loi de finances rectificative, 4 semaines après l'adoption de la loi de finances le 1er janvier. Il y a d'autres problèmes qui sont en instance. Qu'est-ce qu'on fait sur des dossiers de fond? Il y a le problème de la réforme du droit du travail, du code du travail et du droit de grève. Ça fait 2 ans et demi que la CGM a fait une proposition au niveau du Parlement, proposition de loi, au niveau de la Chambre des conseillers. Eh bien, c'est dans les tiroirs. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il faudra bien traiter, où il n'y aura pas, me semble-t-il, d'accord, ce qui donne cette situation délétère, préoccupante, attestée par le fait que, fondamentalement, il y a 2 choses qui manquent à ce gouvernement. L'une, que je vais reprendre, je ne vais pas innover, c'est restaurer la confiance économique. Que dit la CGM? Que dit Salah Mzouar depuis mai dernier, qu'il est président de la CGM? Que dit le nouveau ministre des Finances, comme l'ancien d'ailleurs, Mohamed Bachid, qu'aujourd'hui Mohamed Bachid, il dit, prenez leurs textes, ils disent restaurer la confiance. Non, mais c'est à eux de diffuser confiance économique. Ensuite, confiance politique. Quand vous dites ça, c'est surtout, moi, c'est pas forcément la CGM, mais c'est surtout les opérateurs économiques. Mais oui, mais la CGM, et tout le volant aussi d'entrepreneurs aussi, qui également, qui voit ça. Et tous les citoyens qui voient ça. Donc, quand on me dit, effectivement, il faudrait, on entend ce discours de restaurer la confiance et comme relancer le pouvoir d'achat. Quand je vois un petit peu le paysage aujourd'hui de la scène politique nationale, que vous venez de dépeindre d'ailleurs, je me dis que comment regagner la confiance. Je vais vous donner un exemple de cafouillage de gouvernance qui date d'il y a 10 jours. L'article 29 du Code général des impôts prévoit la taxation sur un certain nombre d'éléments objectifs. C'est dans l'article 29 du Code général des impôts, le train de vie, les salaires, les ceci. Il y a eu une version plus affinée qui a été proposée pour tenir compte des voyages que vous faites, de la scolarité de vos enfants, du personnel domestique que vous avez chez vous ou pas, des voitures, etc. Eh bien, 3 jours après, ça a été retiré. Avec cette explication tout à fait surréaliste, la Direction générale des impôts a dit que c'était simplement un draft, c'est une copie de travail et qu'elle n'est pas valable. Quelle image ça peut donner, ça, quant à la stabilité de la fiscalité et des règles juridiques au Maroc? C'est un élément de préoccupation. Un élément de préoccupation, puis j'ai envie de dire, c'est les citoyennes et les citoyens qui sont pris en otage de tout ça. Oui. Ma question, voilà, c'est ça. Et donc, spectateurs, ils subissent, ils commentent, ils suivent, parce qu'il y a toujours cette conscience politique. Oui, il y a un suivi. Il y a un suivi quotidien. Il y a un suivi quotidien qui est fait, mais il n'y a pas forcément un centre d'intérêt idéologique. Donc on se rend compte aujourd'hui que la fin de l'ère des idéologies politiques, en fait, le personnel politique a du mal à se mettre en phase avec ça. C'est peut-être fini, toutes ces idéologies, même l'islam politique, un petit peu tout ça, c'est pas ce que les Marocains attendent. Me semble-t-il, comme d'autres formes d'idéologie, ils ont une idéologie aujourd'hui qui est une conscience politique, c'est-à-dire une vision du monde et l'ambition d'avoir un Maroc meilleur. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une déconnexion totale. Je vais reformuler votre question autrement. Est-ce que ce format de gouvernement, avec sa nature hétéroclite, puisqu'il y a 6 partis avec des référentiels différents, au-delà de ça, est-ce que ce gouvernement-ci, avec le profil de ce chef du gouvernement, est en mesure de traduire cela en initiative, en réforme? C'est un gouvernement qui n'arrive pas à impulser des réformes. Il n'arrive pas à porter des réformes qui soient susceptibles de convaincre les électeurs. Les seuls Marocains avec qui ils arrivent à parler, c'est leurs militants. Ils n'arrivent pas à parler, me semble-t-il, aux Marocains au sens large. Mais même c'est ça qui m'interpelle.
vous savez, même leurs militants sont interrogatifs. Vous croyez que les militants de tous les partis qui forment la majorité actuelle adhèrent pleinement, sont convaincus par ce que fait ce gouvernement et par ce que font leurs ministres? Pas du tout. Parce que l'état d'esprit général, c'est un esprit général d'interrogation, d'inquiétude. Vous savez, c'est un gouvernement qui n'arrive pas à porter et incarner des réformes. Et l'impulsion, elle vient d'où? Parce que le constat, il est fait par le souverain. L'impulsion, elle est royale. C'est parce qu'il y a cette situation-là qui est appréhendée au plus haut niveau du royaume qu'il y a des coups d'accélérateur donnés par le souverain avec un agenda, avec des objectifs, avec même des délais. C'est-à-dire que le souverain est obligé maintenant... On en est où là du dossier sur le dossier de réforme de la formation professionnelle? J'ai reporté s'inédit, sans date, puisque la copie qui a été présentée n'était pas satisfaisante, puisqu'elle ne prévoyait pas la formation dans le secteur rural. Il y avait des paramètres pour le financement, etc. On n'a pas de nouveau. On n'a pas de nouveau. On a un gouvernement aujourd'hui qui est dans l'incapacité de proposer une réforme de la formation professionnelle. Par contre, qui est capable de s'étriper et d'avoir des échanges d'invectives à distance. Et ça, est-ce que là, je suis dans la caricature? C'est pas la caricature, c'est l'état des lieux. À l'instant T de... C'est l'état des lieux. L'image qu'offre ce gouvernement, une image d'empoignade, de division. Et est-ce que cette situation peut perdurer longtemps? Peut perdurer longtemps, d'abord en interne vis-à-vis de l'opinion publique qui attend des réformes, où il y a une forte attente de réformes, de mesures pour le pouvoir d'achat, pour l'emploi, pour la croissance, etc. Et vis-à-vis de l'international. Quelle image nous donnons vis-à-vis des organismes internationaux, vis-à-vis de l'Union européenne, de nos partenaires français, espagnols, etc., quand il y a ce climat où deux ministres où des ministres s'empoignent à longueur de colonne toutes les semaines, où le chef du gouvernement n'arrive pas à imposer son autorité ni son leadership. Et qu'est-ce qu'il a dit dernièrement? Il a dit, il y a une dizaine de jours, il a dit, ah oui, mais nous avons bon espoir que 2019 permettra de prendre les réformes voulues, etc. C'est un discours qui ne convainc personne. Parce qu'il n'y aura pas de réforme en 2019. Si, il y aura des réformes. Qu'est-ce qu'il y aura comme réforme? La régionalisation. La régionalisation, il faut accélérer. Il faut l'accélérer et le souverain, vous le savez, est extrêmement attentif à ça. Il y a la réforme de l'éducation, elle se fera à marche forcée, mais elle se fera parce qu'il y a un agenda. Il y a la réforme, maintenant, pour ce qui est du climat d'affaires et d'investissement, avec les assises de la fiscalité le 2 et le 3 mai dernier. Le 3 et 4 mai prochain. Le 3 et 4 mai. La DGI a déjà planté le décor. Il y a plan 4. Donc, il faut qu'il y ait un bouillonnement, une dynamique. C'est-à-dire des réformes sont en fait en 2019 sans l'action active, j'ai envie de dire, des partis politiques. On est bien d'accord. Ce sera du suivisme de la part des partis. Parce que le problème, c'est que c'est des réformes qui doivent avoir un soutien des partis politiques et au-delà un soutien populaire. La difficulté, c'est que c'est des réformes qui n'ont pas ni le soutien des principaux partis de la majorité ou même de l'opposition et qui n'ont pas un soutien populaire parce qu'il y a beaucoup d'interrogations et de doutes au niveau de l'opinion publique, me semble-t-il, quant à la capacité de ce gouvernement à mener les réformes, compte tenu de quoi? Compte tenu du spectacle qu'il nous a offert depuis 2 ans. Ou encore ces derniers jours, ces dernières semaines. Vous avez parlé de nos partenaires, essentiellement européens. Des médias espagnols ont annoncé la visite du roi Felipe VI à partir de mercredi, jeudi. 13-14. Donc mercredi et jeudi prochain, donc de cette semaine. Est-ce que ça remet aussi un petit peu en lumière les relations maroco-espagnoles? Ça les met en lumière, ça les met de nouveau en exergue pour les conforter. C'est un voyage qui a été reporté à différentes reprises pour des raisons d'agenda. Il a lieu aujourd'hui. Et je voudrais dire pour les relations Madrid-Rabat un certain nombre de choses. La première, il y a 2 facteurs qui aident à réguler et à préserver ce relationnel bilatéral des conjonctures. Les 2 facteurs, c'est quoi? Le premier, c'est la relation personnelle entre les 2 maisons royales. Sa Majesté le roi Mohamed VI et le souverain espagnol Felipe VI se connaissent depuis toujours. Et donc il y a des liens personnels
qui sont intéressants. Ils se sont connus prince héritier, ils se retrouvent rois. La première visite de Felipe VI, c'était en 2014, un mois après son intronisation. Donc c'est important. Je crois que c'était sa première sortie. Sa première sortie internationale. Ça, c'est quand même un élément. C'est un élément de modération et qui permet d'amortir les crises éventuelles et tensions. Deuxième élément, on en est arrivé avec l'Espagne avoir un matelas d'intérêts économiques, financiers, autres et humains, etc., qui font que ces deux éléments-là, les relations personnelles entre les deux souverains, le matelas d'intérêts communs, fait que ce sont des amortisseurs. Ça n'empêche pas, de temps en temps, des frictions, ceci, cela, sur cette arme. Troisième élément qui joue, pour nous, qui est important, c'est que l'Espagne est le premier partenaire économique maintenant du Maroc depuis 2016. Premier client depuis 2016, surclassant la France. Quatrième élément, notre meilleur soutien au sein de l'Union européenne aujourd'hui, c'est l'Espagne. Pas seulement Paris, c'est l'Espagne qui a des positions très activistes de soutien. On l'a vu pour le fonds d'aide pour les migrants. C'est l'Espagne qui a demandé à ce qu'il soit porté à 140 millions d'euros, alors qu'au départ c'était 60. Et donc, également sur la question nationale, il faut le dire, l'Espagne est l'ancienne puissance administrante de l'ex-Sahara occidental. Au niveau des Nations Unies, elle a une position de soutien constant donc, visite extrêmement importante du roi Felipe VI. C'est important. C'est important sur ce plan-là que cette visite de Felipe VI. Et on annonce, en fait, quand je dis on annonce, c'est les médias espagnols qui annoncent la venue du roi Felipe VI, qui sera accompagné de ministres et d'hommes d'affaires. Oui. Donc, évidemment, c'est une occasion. Donc ça va être aussi orienté économie, échanges commerciaux, business. Oui, c'est normal. Afrique. Il est chef d'État et donc dans les suites qu'il y a dans cette délégation, il y a des hommes d'affaires, il y a des ministres, etc. C'est une occasion de signer de nouvelles conventions, de se revoir, de voir les perspectives qui se présentent pour la coopération privilégiée entre Madrid et Rabat, d'autant que le Maroc d'aujourd'hui, c'est pas le Maroc d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans. Pourquoi ? C'est un Maroc qui maintenant a une politique africaine extrêmement marquée. Et ça c'est de quoi aider les opérateurs espagnols à pénétrer davantage dans le continent, à nouer des partenariats avec le Maroc, des opérations triangulaires. Donc notre position, notre cotation diplomatique, outre les éléments que j'indiquais, est maintenant valorisée davantage du fait de la nouvelle politique africaine du Maroc. C'est-à-dire on parle la même langue, la langue économique entre Rabat et Madrid, c'est ça le... Oui, c'est important. Il y a plus de 800 entreprises espagnoles qui sont au Maroc, il y a du personnel. On est sur 100 milliards de dirhams d'échanges commerciaux. Oui, il y a de gros efforts qui ont été faits sur le plan culturel, les écoles espagnoles, etc. Le partenariat, l'aide, et il y a un symbole intéressant, c'était il y a 3 jours, c'est le théâtre Cervantes qui a été cédé après un contentieux d'un demi-siècle, qui a été cédé au Maroc, et ça fait partie des symboles. Et nous sommes 2 pays qui, sur ce plan-là, sont attachés aux symboles. Ben merci à vous en tout cas. Je ne veux pas finir là-dessus, Moustapha. Ah si, peut-être juste avec l'information du week-end aussi. L'Égypte ce qui était prévisible, qui assure la présidence de l'Union africaine. Oui, ça fait partie de la rotation normale. De l'Afrique. Nous avons des relations normales. Donc en tout cas, c'est l'information avec l'Égypte. Le Maroc est présent au sein de l'Union africaine. Il est membre du Conseil de la paix et de la sécurité, et donc c'est un partenaire et un allié, un ami avec lequel nous aurons des rapports tout à fait étroits et normaux. Merci en tout cas, parce que c'était l'information de l'actualité internationale du week-end, parce qu'il y a le 32e sommet, c'est ça ? C'est ça, 32e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, donc où ce qui a été officialisé en tout cas, c'est la présidence de l'Égypte à la tête de l'Union africaine. Merci à vous, Moustapha Simi. Merci à vous. Pour cet éclairage politique. C'est difficile de décrypter, de faire des décryptages politiques actuellement ? Non. Il faut avoir des repères et des informations. Et risquer des hypothèses de travail. C'est surtout ça. Surtout cette notion de risque aussi en politique. Merci en tout cas Moustapha Simi, professeur de droit et politologue, et je vous souhaite une belle journée. Merci à vous.